Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu très sympathique. Nous sommes chez Racine en présentiel, mais également en distanciel, puisqu'il y a une centaine d'inscrits à cet observatoire de l'immobilier. Donc c'est la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon qui organise cet événement et j'ai le plaisir de le présenter en ma qualité de vice-présidente. Cet observatoire de l'immobilier est organisé dans le département de l'Ain depuis de nombreuses années, mais nous avions l'habitude de l'organiser sur le mois de janvier. Nous avons sciemment déplacé cet événement au mois d'avril pour pouvoir vous présenter les chiffres qui iront du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le notariat tient un certain nombre de statistiques immobilières, les volumes de vente, les prix de vente, les profils des acquéreurs, la valeur verte. Toutes ces statistiques vous sont données sur la base de Perval que nous remplissons assidûment à chaque avant-contrat et contrat de vente et la base bien donc pour les données sur Paris et sa région. Ça nous permet de vous donner une analyse des tendances qui est claire, de dresser un constat solide et pas seulement un ressenti, puisqu'on lit beaucoup de choses actuellement. Là, on va partir des chiffres et vous en donner l'analyse de manière précise. Cette année, je suis entourée d'une équipe renouvelée pour vous présenter cet observatoire. Donc, seront avec moi Maître Alexandra Lecoq, notaire et présidente du groupement des négociateurs de l'Ain, Notaire IMO. Qui regroupe donc une trentaine d'offices qui pratiquent la négociation immobilière dans l'Ain. Également Grégoire Mazur et Jean-Baptiste Prély, qui sont tous deux notaires dans l'Ain. Et Madame Cathy Verquin-Watebled, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, directrice régionale de la Banque de France. Donc, merci à vous tous d'être parmi nous. Nous avons environ 50 minutes pour aborder 3 grands sujets. Donc, tout d'abord, l'analyse des statistiques immobilières dans notre département avec un focus sur Bourg-en-Bresse. Puis, nous aurons un regard donc sur le prêt à l'habitat et les perspectives d'évolution pour l'année 2024. Et enfin, nous essaierons de vous convaincre qu'il faut encore acheter de l'immobilier en 2024. Donc, dans quelques instants, je vous invite à nous retrouver donc pour rentrer dans le vif du sujet sur l'analyse des statistiques immobilières avec Alexandra et Grégoire. Alors, bonjour à tous les deux. Alexandra, est-ce que tu peux déjà nous faire un état de la conjoncture nationale au niveau immobilier ? Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je suis ravie donc de participer à cette nouvelle édition de l'Observatoire de l'immobilier. Tout d'abord, mais comme tu l'as dit, il est nécessaire de préciser que l'ensemble des chiffres qui seront présentés dans cette analyse résultent des bases immobilières des notaires de France et pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023. En France, à la fin décembre 2023, les marchés immobiliers du bâti sont orientés à la baisse. On décompte 869 000 transactions, soit une baisse de volume de 22%, tout bien confondu. Cela s'explique notamment par l'augmentation des taux d'intérêt et un resserrement des critères d'octroi de prêts bancaires. Les indices des prix affichent une régression annuelle de 2% dans les appartements anciens et 3% pour les maisons anciennes. L'année précédente, au 31 décembre 2022, ces mêmes indices enregistraient une hausse de l'ordre de 5%. Et cette tendance, est-ce qu'elle se confirme au niveau du département de l'Ain ? S'agissant des volumes, la tendance nationale se confirme. Les volumes des ventes annuelles du département ont évalué négativement, et ce, quel que soit le type de bien considéré. L'appartement ancien, une baisse de 16%. L'appartement neuf et les maisons anciennes, 24%, et les terrains à bâtir, 40%. Tout bien confondu, la baisse des volumes total des transactions atteint 24% en 2023, correspondant à 10 800 ventes contre une moyenne de 14 300 sur les années 2022 et 2021.
Toutefois, il ne faut pas être trop alarmiste sur ces baisses de volume. Ces 2 années ont été exceptionnelles. Nous retrouvons en 2023 un nombre de transactions quasi similaire à celles sur les périodes 2017 à 2020. Tout ne s'effondre pas, le volume de vente en fait se rééquilibre par rapport aux années avant Covid. Grégoire, est-ce que tu peux nous faire un point sur les volumes de vente sur Bourg-en-Bresse et sa périphérie ? Alors, le volume des ventes sur le secteur de Bourg-en-Bresse comparé à celui de l'année précédente a également évolué de manière négative. On constate néanmoins que la proportion du volume de vente de Bourg-en-Bresse au sein du département de l'Ain est en légère progression, plus 1%, ce qui marque une certaine résilience sur le secteur géographique. Mais après l'euphorie de la période post-Covid, une augmentation à grande vitesse et ininterrompue des taux d'intérêt, avec des taux d'usure qui ont contraint les acquéreurs emprunteurs dans leur démarche d'acquisition. Très clairement, le secteur de Bourg-en-Bresse a marqué le pas suite à cette période. On devrait retrouver une certaine stabilisation sur l'année 2024. Reste maintenant à attendre que les vendeurs baissent leurs prix pour se mettre en corrélation avec ce nouveau marché. Alors, aucun de vous deux n'aborde les ventes dans le neuf. Qu'en est-il de la promotion immobilière actuellement ? En 2023, très clairement, le marché du neuf a été à l'arrêt. Alexandra l'a indiqué, on a constaté un volume de vente de terrains à bâtir de moins 40% sur notre département. Cela est la conjoncture de 3 éléments défavorables, des contraintes environnementales qui ont augmenté le coût de la construction. Deuxième élément, une augmentation de coûts de matériaux suite à la crise Covid, puis à la guerre en Ukraine. Et enfin, une augmentation importante des taux d'intérêt qui ont limité la capacité d'emprunt des différents acquéreurs. À cela s'ajoute une pénurie de terrains à bâtir, avec également une politique des élus locaux qui hésitent de plus en plus à fournir des permis de construire sur les terrains à cause de la pression environnementale et de la politique de zéro artificialisation nette à venir. Parlons des prix de l'immobilier maintenant. On parle beaucoup de baisse conséquente des prix, notamment dans les grandes villes. Qu'en est-il d'une ville moyenne comme Bourg-en-Bresse ? Alors, il faut distinguer de quelle typologie de biens on parle. Si on parle tout d'abord d'appartements anciens, sur le secteur de Bourg-en-Bresse, les prix ont été relativement stables. On a constaté une baisse de 0,5% des prix d'immobilier en 2023 à un prix médian de 1 840 €. Le secteur qui a le plus augmenté à Bourg-en-Bresse, c'est le secteur Citadelle, Peloux, Maille, qui a eu une augmentation du prix de 4%. Si on parle des appartements neufs, là, la résistance a été beaucoup moins forte, puisque Bourg-en-Bresse fait partie de la commune dont le secteur des prix d'immobilier des appartements neufs a le plus baissé en termes de prix, à moins 9% sur un an, avec un prix médian arrêté à 3 450 € du mètre carré. Enfin, si on parle des maisons individuelles, les prix ont également baissé assez sensiblement sur Bourg-en-Bresse, moins 8,1% des prix des maisons anciennes. Cela dit, il faut le mettre en regard avec l'évolution constante sur les 4 dernières années, puisque sur 5 ans, on a constaté une augmentation des prix de plus 29%. À regarder également un peu plus dans le détail, puisque si on regarde par exemple la commune de Péronat, qui est une commune limitrophe de Bourg-en-Bresse, là les prix n'ont pas baissé, mais au contraire ont augmenté avec une augmentation de 11,5% sur un an. Donc le secteur n'est pas homogène. Alors Alexandra, si on observe maintenant le département de l'Ain de manière plus large, est-ce qu'il y a des secteurs où il est intéressant d'acheter actuellement ? On va aborder donc les indices des prix dans le département. Pour donner une définition simple avant de débuter, l'indice des prix permet de mesurer l'évolution des prix des biens immobiliers sur une période donnée et dans une zone géographique spécifique. Dans l'ancien, globalement, les indices des prix marquent une baisse. Pour les appartements, de l'ordre de 1% contre 2% en province. Pour les maisons anciennes, de l'ordre de 4% contre 3 en province. Commençons tout d'abord par faire un point sur les appartements anciens et une définition du prix médian. Le prix médian est tel que 50% des transactions ont été conclues à un prix inférieur et autant à un prix supérieur. Il représente le milieu du marché. En 2023, le prix au mètre carré médian des appartements anciens adinois est resté stable sur l'année. Il atteint une valeur de 2 600 €. En excluant les ventes du Pays Gex, le prix au médian départemental atteint 2 000 €, soit une hausse de 3,5%.
En gardant à l'esprit que quand même le secteur le plus dynamique du département reste le Pays de Gex, qui représente plus du tiers de l'ensemble des ventes du département de l'Ain. Les départements limitrophes suivent la même tendance d'évolution sur un an. La Savoie et le Jura, de manière plus importante, 11 et 8% respectivement. Toutefois, on note une baisse pour le département du Rhône. Quelques exemples de prix médian à l'échelle du département et par secteur. 2 160 € sur le secteur de Bellegarde sur Valserine, soit 10% d'évolution par rapport à l'année 2022. 1 700 € sur le secteur de la Haute-Bresse, 7% d'évolution. C'est dans le secteur des Grandes Dombes qu'on note une baisse de prix médian de presque 5% pour un prix de 2 070 € par mètre carré. Si l'on fait une rétrospective sur les 5 dernières années, les prix dans l'Ain, hors Pays de Gex, ont augmenté de 36%. Par commune désormais, c'est à Divonne-les-Bains que le prix au mètre carré est le plus élevé, 5 440 € par mètre carré. Les communes de Thoiry, Cessy et Saint-Maurice de Bénaud ont vu leur prix médian évoluer de 11%. A contrario, les communes de Villars-les-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne, Belley et Oyonnax suivent la même évolution, mais négativement, de l'ordre de 8%. Les appartements les plus appréciés sont les 3 pièces, avec 35% de part de vente, tout comme l'année 2022 d'ailleurs. En moyenne, ça représente une surface habitable autour de 65%. 65 mètres carrés. Aussi, avec les références des prix médians par commune, ce type d'appartement coûte 350 000 € à Divonne-les-Bains, 209 000 € à Miribel, 134 000 € à Ambérieu-en-Bugey et 82 000 € à Oyonnax. Abordons désormais le marché de la maison ancienne à l'échelle des départements limitrophes. Pour l'ensemble des départements, le marché des maisons anciennes connaît une relative stabilité. Seul le Rhône voit ses prix médians baisser. Par secteur géographique, les évolutions annuelles se répartissent de manière assez homogène. Le prix de vente diminue dans la plaine de l'Ain côtière et la Haute-Bresse d'environ 3%. Les acquéreurs convoitent principalement les maisons de plus de 5 pièces, allant de 100 à 150 mètres carrés et bénéficiant d'une étiquette énergie allant de C à E. À Ornex, les maisons se vendent 675 000 €, à Bénaud, 448 000 €, à Ambronay, 240 000 € et à Plateau d'Hauteville, 180 000 €. On voit bien que les prix médians sont différents selon le secteur géographique avec l'attractivité des métropoles. Plus on s'en rapproche et plus les prix sont différents. On notera que sur le marché de logements anciens, donc appartements et maisons, les prix médians sont stables par rapport à l'année 2022. Aussi, malgré une baisse significative des transactions, les prix se maintiennent dans le département. En tenant compte des avant-contrats signés en ce début d'année, pour une projection à la fin avril 2024, seuls les appartements anciens sont impactés par une baisse de prix de l'ordre de 5%, ce qui correspond à 2 points de moins qu'en 2023. Sur le marché collectif neuf, les prix résistent moins bien que dans l'ancien. Seul le Pays de Gex se maintient avec un prix médian de 5 730 € le mètre carré et le reste du département enregistre une baisse de 6%, soit un prix médian de 3 750 €. Même chose, les appartements les plus vendus sont les 3 pièces, avec des prix médians qui sont globalement similaires et à la même échelle par secteur. Un appartement à Ferney-Voltaire sera vendu 375 000 €, à Valserone 246 000 €, à Ambérieu-en-Bugey 230 000 € et à Belley 226 000 €. Nous terminerons cette analyse départementale avec les terrains à bâtir dans l'Ain, marché en hausse pour la seconde année consécutive. Les acquéreurs privilégient les terrains de petite surface, inférieurs à 600 mètres carrés, dont les prix varient selon les secteurs. En effet, il existe une forte disparité au niveau départemental, allant du simple, 57 300 en Haute-Bresse, au quintuple, 297 000 dans le Pays de Gex. Dans le Haut-Bugey, le prix médian est de 65 000 €, la plaine de l'Ain côtière, 156 000 €. En définitive, en 2023, on constate une baisse du volume dans un contexte inflationniste peu favorable qu'on connaît. Les acquéreurs potentiels ont reporté leur projet immobilier en attendant des conditions plus favorables.
la tendance 2024 démontre que les prix seront à la baisse et que nous retrouverons un niveau avant Covid, donc soit sur les années 2017 et 2020. Donc, je note particulièrement que finalement, c'est un constat qui est pas, on constate pas un effondrement de l'immobilier, on constate plutôt un rééquilibrage, Tout à fait. voilà, à des volumes et des prix, les prix qui baissent peu finalement, et des volumes qui reviennent à des années antérieures au Covid, qui sont pas des années catastrophiques, loin de là. Loin de là. Et on voit effectivement que les prix baisseront sur 2024, ce qui permettra effectivement de rééquilibrer le marché immobilier. Très bien, donc on va aborder le dernier point de cette première intervention, les profils des vendeurs, des acquéreurs. Donc Grégoire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'acquéreur de 2023 ? Est-ce que c'est le même que celui des années précédentes ? On a beaucoup entendu parler de la baisse du pouvoir d'achat. Quel impact ? Alors, les catégories de la population qui ont le plus fort pouvoir d'achat immobilier sont les cinquantenaires. D'un point de vue géographique, dans notre département de l'Ain, ceux qui ont le pouvoir d'achat immobilier le plus important est dans le haut budget. Ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus faible, la capacité est dans le pays de Gex. Cela s'explique assez naturellement par la valorisation du foncier. Avec l'augmentation des taux au cours de l'année 2023, on a constaté effectivement une baisse de pouvoir d'achat immobilier. À titre d'exemple, et selon les données de la centrale de financement, si on prend un ménage avec 3 000 euros de revenus et 10 000 euros d'apport, ce ménage pouvait acquérir il y a seulement 2 ans un bien qui valait 238 000 euros contre 168 000 euros aujourd'hui. Si on prend un autre exemple, pour acquérir un bien de 150 000 euros, il fallait un revenu il y a seulement 2 ans de seulement 1 800 euros contre 2 500 euros aujourd'hui. Donc il y a une très forte dégradation néanmoins de la capacité aujourd'hui, même si on est sur une stabilisation avec la stabilisation des taux et l'élargissement du prêt à taux zéro. Et si on parle des jeunes, aujourd'hui, si j'ai 29 ans, que j'achète ma première résidence principale, vers quel type de bien je vais me tourner ? Alors, tout dépendra, Laetitia, de la situation familiale et de la situation patrimoniale. Mais schématiquement, l'acquisition se portera soit sur un appartement 3 pièces, 65 mètres carrés, d'une valeur moyenne de 145 000 euros, soit sur une maison individuelle ancienne, 4 pièces, 95 mètres carrés, pour un montant d'environ 200 000 euros. Il est à noter que ceux qui achètent des terrains pour faire construire ne représentent pas plus de 10% du volume des ventes aujourd'hui. À noter également que les primo-accédants ont naturellement été les premiers impactés par la hausse importante des taux d'intérêt au cours de l'année dernière et qu'on a découvert ou redécouvert un système d'entraide familiale où, pour pouvoir financer une acquisition immobilière, les parents, les grands-parents sont venus en aide soit par des prêts, soit par des donations pour pouvoir constituer l'apport personnel des acquéreurs emprunteurs. Alors, naturellement, l'aide du notaire a été vivement recommandée pour assurer l'égalité des parties entre ces deux intervenants. Alors, les acquéreurs connaissent des difficultés dans leur acquisition, mais les vendeurs également. Alexandra, est-ce que tu peux nous donner des conseils ? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un vendeur qui veut vendre de manière plus fluide aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, une vente passe nécessairement par une expertise immobilière. Un vendeur doit se faire accompagner par un professionnel ayant la connaissance du marché local pour déterminer en fait le prix de mise en vente. C'est indispensable. Aujourd'hui, les demandes sont moins nombreuses et les courbes de l'offre et la demande doivent impérativement se retrouver. Aussi, vendre un bien immobilier, rechercher puis trouver un acquéreur sont des opérations quelquefois délicates, souvent complexes, où se mêlent les questions juridiques, la fiscalité applicable, souvent délicates et complexes. La transaction donc immobilière. Les notaires et leurs négociateurs seront vous conseiller et répondre donc à l'ensemble de vos questions préalables à la mise en vente de votre bien, l'analyse de votre titre, la liste éventuelle des travaux que vous avez déjà réalisés, l'établissement d'un projet de calcul de plus-value. Donc en clair, effectivement, la négociation notariale s'adresse aux clients soucieux de réaliser une opération immobilière dans les meilleures conditions financières, juridiques et de délai.
Je vous remercie tous les deux pour cette analyse statistique et sociologique. Et donc, je vais inviter dans quelques instants à me rejoindre pour la seconde partie Madame Cathy Verquin-Watebled et Maître Jean-Baptiste Prély. Merci. Alors Cathy, bonjour. Nous avons connu une période où l'emprunt était accessible à tous, cela nous semblait très facile. Et puis, il y a eu les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui sont arrivées début 2021. Est-ce que vous pouvez déjà, pour nous reposer le cadre, nous rappeler les grandes lignes de ces recommandations ? Alors, je vais essayer, rebonjour à toutes et tous. Je vais essayer de synchroniser les slides avec mes propos. Voilà, donc on vous a remis un peu les normes HCSF. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, tout le monde connaît les normes HCSF, puisqu'elles ont été un peu accablées de tous les mots. Donc, un petit rappel, donc je vais pas vous lister toutes les normes, mais ce qui fait évidemment beaucoup parler, c'est le fameux taux d'effort qui est au maximum de 35%, quel que soit d'ailleurs le statut de l'emprunteur. Donc c'est vrai que ça a souvent été présenté comme un frein à l'acquisition immobilière pour les personnes. Après, on a une durée maximale de 25 ans, mais qui peut être poussée jusqu'à 27 ans avec 2 ans de plus, notamment quand il y a des travaux importants. Donc c'est vrai que les normes HCSF, elles peuvent apparaître contraignantes, mais c'est aussi des normes en fait qui permettent quand même d'avoir un marché immobilier qui est extrêmement sain. Et d'ailleurs, ce qui est toujours un peu surprenant, c'est que les banquiers ont également une marge de dérogation, un taux de dérogation qui peuvent pousser jusqu'à 20%. Et là, j'ai un petit slide qui montre, vous voyez, les petits pointillés. Dans les faits, en fait, ces 20% ne sont pas utilisés au maximum. Donc, c'est vrai que quand on condamne un peu les normes HCSF, nous, ce qu'on préconise déjà à nos amis banquiers, c'est déjà d'aller au maximum des taux de dérogation. D'autant plus que sur ces taux de dérogation, ils étaient avant surveillés et analysés au trimestre, et maintenant, en fait, ils sont analysés sur 3 trimestres glissants, ce qui veut dire que les banquiers peuvent parfois dépasser un peu le taux sur un trimestre et se rattraper sur le trimestre suivant. Donc aujourd'hui, nous, on considère effectivement que les normes HCSF, ça nous permet, comme je les mets là sur le slide, d'avoir un modèle français qui est extrêmement robuste, puisque comme vous le voyez, effectivement, on a des taux d'intérêt qui sont fixes. Ça, c'est une grande force. Et d'ailleurs, dans cette période, on y reviendra, mais sur la remontée des taux, on a eu, en fait, les Français ont plutôt, en tout cas ceux qui avaient acheté avant la remontée des taux, ont aujourd'hui sanctuarisé du taux pour de longues années. Et ça, c'est plutôt un point fort quand on se compare aussi au marché plus américain ou UK, où là, on a effectivement eu des mensualités qui ont augmenté. Donc, c'est effectivement quand même un modèle que l'on considère comme extrêmement résilient, et c'est vraiment une force parce que d'un côté, un modèle résilient, ça veut dire que d'un côté, on a des emprunteurs qui sont en sécurité, et puis on a aussi des prêteurs, les banquiers, qui eux aussi sont en sécurité. Je ne veux pas rappeler des heures noires, mais rappelons-nous quand même Lehman Brothers. C'était un épisode qui était très compliqué, et on voit bien qu'une crise financière, derrière, ça donne aussi une crise économique. Donc voilà, donc c'est plutôt, ce sont des contraintes, mais pour nous, c'est des contraintes pour avoir un marché sain. Mais vous nous rappelez que les banques ont un taux de dérogation. Elles ne l'utilisent pas entièrement aujourd'hui. Donc, est-ce que ça veut dire que les banques ne veulent plus prêter ? Non. Alors effectivement, je vais mettre j'ai quelques graphes sur les encours. Non, un banquier. Alors déjà, c'est vrai quand on me dit qu'un banquier ne prête pas, moi j'ai envie de dire, mais alors qu'est-ce qu'il fait ? Que fait ce banquier s'il ne prête pas ? Nous aussi. Je crois que c'est quand même son activité principale. Donc je vous rassure, les banquiers prêtent encore, surtout que le crédit immobilier, comme je le présentais là, en fait, c'est quand même un crédit sans risque. Donc, c'est bien pour l'emprunteur, mais c'est aussi bien pour le prêteur. Il n'y a aucune raison que les banquiers ne prêtent pas. Alors, c'est vrai évidemment, quand je dis ça, on regarde les courbes, je vous les présente là. Évidemment, on a une baisse des prêts qui a été une baisse qu'on peut qualifier de record. Mais si vous regardez bien, c'est intéressant. J'ai remis un peu de profondeur dans mes graphiques. On voit bien qu'on a une forte baisse, mais ça fait suite quand même à un niveau record de prêts.
Donc là aussi, sans vous inonder de chiffres, un petit rappel quand même. En mai 2022, on a distribué 22 milliards de crédits, qui faisaient suite d'ailleurs à 20 milliards, et en juin, on a dû faire 20 milliards. C'était complètement historique. On n'avait jamais prêté autant. Je dirais que la moyenne de longue période, elle est plutôt de 13-14 milliards. Donc quelque part, je sais pas vous, mais moi, quand j'achète un appartement en mai, j'en achète pas un en juin ou en juillet. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu une sorte de pause respiratoire. On a délivré beaucoup de crédits immobiliers, donc forcément derrière il y a eu une petite chute. Donc là on le voit bien, et on vous a mis, pour que vous perdiez pas le fil, on a bien mis les crédits hors renégociation, puisqu'il y a eu aussi un épisode où en fait on remettait les crédits dans la machine, hein, on les repassait pour renégocier le taux. Voilà. Alors j'en profite peut-être pour parler de l'Ain. Je vous ai mis une petite courbe où on compare l'Ain à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, peu importe, à la limite les indicateurs, mais c'est de voir que finalement la courbe a été à peu près similaire. Le département s'est pas démarqué de la région Aura. On est vraiment sur exactement les mêmes tendances. Et puis cette courbe-là est peut-être plus intéressante parce que là vous avez le distinguo par typologie de financement. Donc on voit bien que ça a piqué un peu au niveau du neuf. Ça a baissé aussi sur l'ancien, et l'effet. Alors aujourd'hui, on dit qu'effectivement il y a beaucoup de travaux de rénovation, notamment pour les enjeux de transition énergétique. Mais ceci dit, il y a quand même pas mal de travaux de rénovation qui sont pas forcément financés, et donc il n'y a pas de rattrapage. En tout cas, nous, dans les encours, il n'y a pas un rattrapage de la rénovation par rapport à l'achat de neuf ou d'ancien. Donc vous voyez, ça c'est une petite part, mais qui ne compense pas. Donc finalement, nous, on constate pas forcément un effondrement de l'immobilier. Il n'y a pas non plus corrélativement un effondrement du prêt à l'habitat. Non, tout à fait. Et puis d'ailleurs, je vous ai mis des encours. Là aussi, j'ai fait un petit focus entre la région et puis l'Ain. On voit bien que les encours, là aussi, quand on prend un petit peu de profondeur, pourtant là, c'est pas très profond, hein, puisqu'en fait, je crois, alors c'est un peu loin, donc j'ai plus le début des graphes, mais à distance, vous devez le voir mieux que nous. Je pense qu'on est sur 2019 au démarrage, et quand on regarde, on a quand même pris 4 milliards sur le département de l'Ain. On passe de 12 milliards à 16 milliards. Alors c'est vrai qu'on voit bien que là, on est un peu sur un faux plat. On plafonne un peu. Voilà. Donc les encours baissent un peu, mais il n'y a pas un effondrement. On n'a pas un effondrement du marché immobilier, et ça se voit dans les encours où on stabilise plutôt. Et si on parle un peu des jeunes, donc tout à l'heure, nous on a constaté qu'on voyait moins de jeunes. Les jeunes qu'on voit sont souvent des jeunes qui ont bénéficié d'entraide familiale par le biais d'un prêt familial ou d'une donation. Et du coup, on les a vus un petit peu déserter nos bureaux. On prête plus aux jeunes aujourd'hui ? Oui, alors je suis un peu là pour être finalement contre-intuitive avec mes chiffres, hein, mais c'est aussi la froideur des chiffres, mais la vérité des chiffres. Voilà, donc je fais un peu le teasing et je ménage le suspense. En fait, pas du tout. Quand on regarde, alors bien sûr, vous voyez moins de jeunes, mais en fait, vous voyez moins de monde globalement, voilà. Et quand on regarde la part des primo-accédants, parfois, donc comme j'ai mis un peu un détail, on voit des variations, mais il faut parfois un peu tirer le trait. Mais finalement, on est plus ou moins à un primo-accédant sur 2, et donc dans les primo-accédants, on a plutôt bien sûr plus de jeunes, puisque c'est pas quand on est dans la deuxième, troisième acquisition, forcément on prend de l'âge, c'est mécanique, voilà. Et là, vous voyez que vraiment peut-être contre-intuitif, mais on a un primo-accédant sur 2 dans les volumes de distribution de crédit. Donc c'est vrai que ça peut surprendre un peu. Et puis, alors quand on parlait aussi de l'évolution du pouvoir d'achat, c'est vrai qu'il y a eu un impact. On le voyait tout à l'heure. J'entendais dans les présentations précédentes. Hein. Je me suis amusée à vous remettre un petit graphique qui est extrêmement intéressant. C'est de voir quel est l'impact finalement des différentes variables sur la possibilité d'acheter. Voilà, donc sans rentrer là non plus dans le détail des chiffres, hein, c'est intéressant de regarder la courbe noire, et vous avez effectivement l'impact des différentes variables. Alors évidemment, la variable du taux d'intérêt a eu un impact extrêmement fort, hein, c'est-à-dire qu'elle a solvabilisé. On a solvabilisé au fil de la baisse des taux. Là, on commence à voir un peu l'impact aussi quand même des prix d'acquisition qui diminuent et qui commencent à redonner du pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, on a donné toutes les variables, mais finalement, on n'a pas non plus d'effondrement. C'est-à-dire que finalement, il y a des variables qui jouent. Pendant la période où les taux baissaient beaucoup, on gagnait du pouvoir d'achat avec les taux, mais les prix, vous savez, les prix ont beaucoup augmenté. Voilà. En même temps, le pouvoir d'achat, comme les taux étaient relativement bas, l'inflation était basse, les salaires n'augmentaient pas énormément. Donc finalement, toutes ces variables jouent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la courbe synthétique, la courbe noire. Donc c'est les vases communicants. C'est ça.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc au niveau des banques, donc qui n'utilisent pas forcément toutes leurs possibilités pour prêter. Il y a une forme d'autocensure. Il y a peut-être également une forme d'autocensure des acquéreurs. J'ai entendu que mon voisin, mes amis n'avaient pas obtenu leur prêt, donc je ne vais même pas voir la banque. Oui. Vous avez des éléments à nous donner à ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors je reviens une fois de plus sur toujours la data et les chiffres. Donc quand vous regardez les courbes, c'est vrai que c'est flagrant, surtout quand vous regardez sur l'année. Voilà, vous avez mon petit graphique, le petit cartouche de droite. On voit bien que les chiffres ont quasiment été divisés par 2 en 2023 par rapport à 2022, mais on voit bien que ça fait suite à 2 années très très fortes. Alors oui, je crois beaucoup à l'autocensure parce que autour de moi, j'entendais depuis quelques trimestres maintenant. Les banquiers prêtent plus, ce qui est quand même objectivement faux. Voilà, ils ne prêtent plus aux jeunes. Donc là, je vous ai prouvé aussi que ce n'était pas vrai. Et puis aussi, on avait en face, on avait beaucoup moins d'offres parce que un marché immobilier, c'est de l'offre et de la demande. Et j'entendais autour de moi des gens qui disaient mais de toute façon les prix baissent, c'est pas le moment pour vendre. En plus, les gens n'achètent plus, donc je ne mets plus mon bien sur le marché. Enfin, on a eu l'impression que finalement le marché s'est un peu congelé. Il y a eu une sorte de congélation du marché. D'un côté, des vendeurs qui avaient peur de voir se déprécier leur prix de vente, donc ils ne mettaient plus en vente. Et puis des acheteurs qui se disaient, mais en fait, je trouve plus le produit, les prix n'ont pas encore assez baissé, je vais me faire plumer par mon banquier parce qu'avant, tout le monde a gardé dans le mindset le fait qu'avant, c'était 20 ans, 1%. Voilà. Et même, c'était un peu la course à l'échalote. Moi, j'ai eu 0,82. Mais moi, j'ai eu 0,81. Voilà. Et évidemment, quand on a passé le seuil psychologique des 4% en taux d'intérêt, voilà, il y a eu une sorte d'autocensure en se disant, mais c'est plus pour moi, c'est plus possible. Donc, ça se grippe un peu. Et donc on observe donc une forme d'attentisme et justement vous le disiez, il y a eu la course à l'échalote sur les taux, donc on a peut-être aussi cet attentisme qui est généré par l'attente, l'espoir d'un taux qui va baisser. Oui. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Vous avez sorti la boule de cristal? Oui, alors j'avais pas percuté entre guillemets quand on a fixé la date que c'était aujourd'hui, c'est le Conseil des gouverneurs de la BCE. Alors je vais parler plus du passé. Je suis plus confort à parler du passé quand on parle du Conseil des gouverneurs. Je vous ai remis quand même effectivement l'évolution de la courbe des taux banque centrale. On a pris 450 points de base en un peu plus d'un an, donc 4,5%. C'est juste énorme. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait historiquement. Donc là effectivement, je suis quand même confort, je peux vous dire qu'aujourd'hui on va baisser les taux. Alors quand je dis aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, on va voir cet après-midi, Christine Lagarde va s'exprimer vers 16h, mais a priori il y aura une baisse des taux le 6 juin. Puisque le gouverneur a bien annoncé qu'il y aurait une baisse des taux avant l'été. Ne me posez pas la question de combien, évidemment, voilà. Je peux pas vous le dire, mais voilà. Donc on va baisser les taux pour revenir vers ce qu'on appelle le taux neutre en début d'année prochaine. Et le taux neutre, quand je parle en tant que banquier central, c'est entre 2 et 2,50. Aujourd'hui, on est à 4. Ça nous met déjà des étoiles dans les yeux, cela dit. Avec ce qu'on a connu, c'est vrai que la difficulté, plus que la hausse des taux, parce qu'on a déjà connu des taux égaux, voire plus hauts, c'est la rapidité de la hausse des taux qu'on a connue depuis maintenant mi-2022. Oui, c'est ça. Donc, je vous ai mis quelques graphiques, effectivement. Même les banquiers avaient du mal à mettre leur bon barème parce que les taux remontaient tellement vite, même quand ils revoient les barèmes à la semaine, parfois ils ont du mal à suivre, ils avaient du mal à se projeter parce que c'était effectivement, il y avait une course et on a quand même remonté parfois les taux de 75 points de base, 0,75 d'un coup à plusieurs reprises et ça c'était quand même assez compliqué effectivement à négocier. Oui, difficile à gérer. Je vous remercie Cathy pour vos éclairages. Je vous propose de rester avec nous. On va aborder le dernier sujet avec Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, on se retrouve dans quelques instants pour voir quel est l'intérêt d'acheter encore de l'immobilier aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste, pourquoi on achète encore de l'immobilier aujourd'hui, en 2024 ? Alors, chère Laetitia, le marché français ne peut pas se passer de l'immobilier. Déficit de logement, transition énergétique, éclatement des familles, croissance démographique, besoin d'espace. À ce jour, l'immobilier représente l'investissement préféré des Français. Pour près de 7 investisseurs sur 10, la pierre reste une valeur refuge. Acheter de l'immobilier est avant tout une stratégie financière à long terme.
celle de se constituer un patrimoine par le biais de son propre logement ou par le biais de l'investissement locatif. L'effort d'investissement est un moyen d'en finir avec les fonds perdus d'un loyer supporté tous les mois. En outre, investir dans son logement principal dans des communes montantes offre la possibilité à terme de réaliser une belle plus-value et de prétendre à l'achat d'un logement plus grand pour un second projet. Et est-ce qu'on peut observer actuellement des signaux positifs de reprise du marché immobilier ? Alors oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Cathy et ce qu'a dit Grégoire. Comme l'a rappelé Grégoire, le pouvoir d'achat immobilier s'essouffle, mais ne limite pas la volonté de 59% des Français de devenir propriétaires de sa résidence principale avant la retraite. Après une certaine période de flottement, les Français vont pouvoir revenir à l'achat. Plusieurs signes sont apparus ces derniers temps. La baisse de l'inflation. Résultat, les banques se remettent à prêter. Encore mieux, certaines commencent à baisser leur taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, si je suis propriétaire de mon bien immobilier et que je souhaite le vendre pour en acheter un autre, est-ce que j'ai intérêt à vendre d'abord et à acheter ensuite ou à faire une demande de prêt-relais ? Alors, vendre son bien avant d'en acheter un autre vous permet d'avoir l'esprit plus libre. En effet, si jamais vous ne trouvez pas d'acquéreur à temps, vous ne serez pas obligé de supporter les charges d'un double logement. De plus, en vendant votre premier bien, vous sécurisez votre budget. Vous connaîtrez précisément le montant de votre apport. Cela vous aidera à évaluer le montant de l'emprunt supplémentaire et de ce fait, mieux cibler vos recherches. A contrario, acheter avant de vendre vous permet de ne pas subir un double déménagement et de ce fait, supporter le coût d'une éventuelle location temporaire. Soit votre banquier va vous accorder un prêt relais. Il s'agit d'un prêt à court terme sur 2 ans qui va vous permettre de financer et acquérir un nouveau bien immobilier. Son montant s'élève en général entre 50 et 70% de la valeur du bien que vous vendez. Une fois que votre bien sera vendu, et si possible à l'intérieur de ce délai de 2 ans, vous rembourserez alors le prêt relais. C'est pourquoi il est important de ne pas surestimer la valeur de votre bien. Le prêt relais permet donc de financer votre achat en attendant la vente, mais il implique bien évidemment le paiement d'intérêts qui s'élève en moyenne entre 1,5 et 5%. Si à la fin du contrat, votre bien n'est pas vendu, vous devrez négocier avec votre banque pour en prolonger la durée, le faire racheter par une autre banque ou bien revoir le prix de votre bien à la baisse. Alors Cathy, je profite de votre présence parce que le prêt-relais, donc Jean-Baptiste vient d'en rappeler les règles, mais est-ce qu'il se pratique encore ? Oui, alors par contre, je vois que les slides ont glissé, donc je ne sais pas si je peux revenir. Voilà, hop, je reviens sur mon slide. Voilà, les pré-relais. Oui, alors on voit bien qu'il y a une petite bosse qui s'est opérée quand j'ai parlé d'un marché qui a commencé à se congeler. On voit bien qu'à l'automne 2022, beaucoup de vendeurs ont commencé à prendre peur, n'ont pas voulu baisser leur prix et ont commencé à souscrire des pré-relais. Ce qui d'ailleurs, là aussi, est plutôt un bon indicateur aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on parle de baisse des prix, je pense qu'effectivement, certains vendeurs commencent à se faire appeler par leurs banquiers, puisque maintenant, ceux qui ont commencé à prendre des pré-relais à l'automne 22 commencent à se faire appeler par leurs banquiers qui disent « Alors, cette maison, vous en êtes à quoi ? Vous avez eu des visites, etc. » Donc ça, je pense que là aussi, quand on parlait de redémarrage du marché, ça aussi, je pense que ça va un petit peu décongeler ce marché parce que certains vont devoir remettre leurs biens en vente. Alors par contre, on voit un effondrement des pré-relais. Aujourd'hui, le nombre de pré-relais est très faible. Et ça aussi, je pense que c'est plutôt un indicateur de fluidité du marché, c'est-à-dire que le marché redémarre. Voilà. Et on voit bien qu'il y a eu un choc là. Voilà. Peut-être aussi là aussi le phénomène d'autocensure dont on parlait tout à l'heure, où les gens sont un petit peu en retrait. Faire un pré-relais, ça peut être aussi un petit peu anxiogène par les temps qui courent. Oui, tout à fait, oui. Ok, très bien. Alors, si on parle, donc on a parlé des résidences principales, si on parle maintenant d'investissement immobilier, Jean-Baptiste, est-ce que c'est encore intéressant d'investir dans l'immobilier en 2024 ? Alors, tout à fait, Laetitia. Comme indiqué préalablement, si les Français sont aussi attachés à l'immobilier, c'est qu'il reste un investissement très intéressant. Investir dans un bien locatif est un moyen de toucher un revenu fixe supplémentaire. De plus, l'effet de levier du crédit permet d'investir dans la pierre tout en couvrant une partie ou l'intégralité du remboursement du crédit par le montant du loyer. La revente d'un bien immobilier à la retraite permet également de pallier aux besoins financiers importants d'un logement, comme une maison de retraite. L'achat de biens immobiliers par le biais de dispositifs de défiscalisation comme la loi Pinel, dont on parlera tout à l'heure, permettent de réaliser des économies d'impôts sur plusieurs années et un moyen de diminuer donc la charge fiscale tout en se constituant un patrimoine. Enfin, léguer un patrimoine dans la pierre à ses enfants fait partie des motivations principales des Français, que ce soit de sa résidence principale ou par le biais d'investissements locatifs. De plus, il existe pour faciliter la transmission du patrimoine à ses enfants et alléger ainsi les frais de succession, comme c'est le cas pour la donation, différents systèmes. Et toutes les contraintes liées à la rénovation énergétique aujourd'hui, est-ce que ça ne constitue pas un frein
à l'investissement immobilier? Alors, la lutte contre les passoires énergétiques est l'une des priorités du gouvernement. Le diagnostic de performance énergétique qui a été créé en 2006, puis réformé en 2013 et en 2021, a pour objectif effectivement d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la valeur verte du logement, recommander des travaux à réaliser pour améliorer les performances énergétiques ou encore estimer ses charges énergétiques. Le gouvernement vient d'acter la réforme du diagnostic de performance énergétique sur les petites surfaces pour tenir compte des spécificités des logements de moins de 40 mètres carrés et cela va permettre à 140 000 logements de sortir de l'interdiction de location des biens classés F et G. On peut toutefois indiquer que les Français envisagent désormais la passoire thermique comme une opportunité d'investissement. En effet, la volumétrie des transactions de biens de catégorie F et G a augmenté de 18%. Plusieurs constats en découlent aujourd'hui. Il est plus facile de négocier le prix d'un bien énergivore. S'il est plus facile de négocier le prix d'un bien énergivore, à contrario, il est difficile de valoriser un logement sur la bonne performance énergétique. Alors parlons de neuf maintenant. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peu de nouvelles constructions dans l'Ain et de promotion immobilière. Néanmoins, est-ce que c'est toujours intéressant d'acheter dans le neuf par rapport à l'ancien? Alors, effectivement, comme l'a rappelé Grégoire tout à l'heure, le marché du neuf, c'est relativement effondré. Si les logements sont plus difficiles à trouver, c'est qu'en premier lieu, il y a peu d'offres sur le marché. Mais également qu'acheter un bien dans le neuf présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, si vous achetez un bien dans le neuf, vous bénéficierez des garanties constructeurs. On peut notamment parler par exemple de la garantie biennale qui protège le propriétaire pendant un délai de 2 ans contre les dysfonctionnements sur les équipements du bien immobilier, ou encore de la garantie décennale qui couvre les vices ou dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou encore qui rendent le bien impropre à sa destination. Ce n'est pas les seuls avantages. Acheter dans le neuf vous permet également de payer des droits de mutation à titre onéreux réduits, ce qu'on appelle plus communément les frais de notaire. Dans l'ancien, ils sont de 5,80%. Or, dans le neuf, ils sont de 0,715% sur le prix hors taxe. Acheter dans le neuf vous permet également des économies d'énergie puisque vous bénéficierez de logements qui auront un label énergétique supérieur. Vous pourrez avoir recours possible au prêt à taux zéro avec notamment un élargissement du prêt à taux zéro pour l'année 2024. Ça vous permettra également d'être exonéré de taxes de publicité foncière pendant les 2 premières années. Et enfin, vous pourrez être exonéré d'impôts dans le cadre d'investissements locatifs via notamment la défiscalisation loi Pinel. Alors justement, est-ce que le Pinel, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait, Laetitia. La fin du dispositif Pinel est programmée pour le 31 décembre 2024. Vous avez donc jusqu'à cette date pour profiter des avantages de la loi Pinel. En outre, en l'état actuel de la législation fiscale, aucun dispositif n'a vocation à remplacer ce dispositif après le 31 décembre 2024. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci Cathy de votre présence. Donc, cet observatoire de l'immobilier se termine. Je vous remercie pour votre écoute en présentiel comme en distanciel. Je remercie également toute l'équipe, les notaires, la Banque de France, l'équipe technique, puisque nous étions assistés aujourd'hui de Média France. Cet observatoire de l'immobilier a été réalisé avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, ici présente. Merci à vous. J'espère que nous vous aurons donné des clés pour mener vos projets à bien en 2024. Vous pouvez suivre la Chambre interdépartementale des notaires sur Facebook, LinkedIn, Instagram, les réseaux sociaux, également sur notre site internet et rester informés des chiffres immobiliers qui sont mis à jour mensuellement. Donc le site internet c'est sin-lyon.notaire.fr. Voilà, 950 notaires sont à votre disposition dans nos 3 départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône pour vous renseigner et répondre à vos questions. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine.